Cette randonnée itinérante est censée être un moment de partage, de convivialité, de rencontre. Elle est soudainement devenue noire, sanglante, terrifiante. Nous étions un groupe d'une 20aine de personnes. Un groupe de touristes passionnés par la nature. Notre guide, Hiroki, devait nous faire parcourir 50 km tout en nous faisant découvrir des espèces végétales et leurs propriétés médicinales ou mortelles. J'ai tellement savouré cette activité que je n'ai même pas vu les kilomètres passer. Je sais juste qu'au bout d'un moment, nous devions traverser un vieux tunnel ferroviaire et aménagé en chemin. On s'engage tous à l'intérieur en allumant nos lampes de poche. Le tunnel est long de 2 km à peu près, d'après Hiroki. Et il nous a raconté son histoire et le comment la nature reprend ses droits sur la civilisation humaine passée. Il n'a pas eu le temps de finir de répondre à la 4e question qu'une violente bourrasque devant nous a percuté de plein fouet. Comme si nous étions à côté d'un TGV qui passait à pleine vitesse. Les couvre-chefs se sont envolés et les lampes se sont toutes éteintes. Absolument toutes. Dans le noir le plus absolu, nous avons entendu la bourrasque s'éloigner dans un mélange de sifflements aigus et de bruits sourds. Cela m'a procuré un frisson impossible à décrire. Le groupe s'est remis en marche avec le flash de leur téléphone. Durant plusieurs minutes, plusieurs heures, nous avons marché dans ce tunnel qui étouffait de plus en plus les faisceaux lumineux de nos appareils. Certains touristes ont commencé à s'inquiéter. Étions-nous perdus? Le guide s'était-il trompé? Ou a-t-il oublié la véritable longueur du tunnel? Hiroki, déstabilisé, a répondu qu'il était certain d'avoir pris le bon chemin, ce tunnel étant le seul du secteur. Ses collègues lui ont sûrement transmis de mauvaises données sur ce tunnel, ce qui est déjà arrivé par le passé pour un autre circuit. Rassurés par ces paroles, nous avons continué la marche. L'épaisseur de l'obscurité était telle que nos flashs n'éclairaient plus que le haut de nos corps. Comme si l'obscurité s'était transformée en un épais brouillard. Nous ne voyions plus nos pieds, plus le sol, et à peine nous distinguions les hanches. Pas de mur, comme si nous étions perdus dans l'espace. Un des touristes qui était vers les derniers du groupe a soudainement buté sur quelque chose, ce qui l'a fait tomber face contre terre, poussant un cri de douleur. Une femme qui était devant lui s'est retournée pour l'aider à se relever. L'homme, en ramassant son téléphone, a éclairé le sol, laissant révéler aux yeux ébahis de tous un rail de voie ferrée, une traverse de bois et une aiguille. Nous sommes tous restés silencieux. Le tunnel était censé être rectiligne. Que fait une voie perpendiculaire au tunnel? Le guide semblait perdu. Nous avions marché tout droit. Pourquoi cette anomalie? Derrière nous, un bruit lointain de roues métalliques est apparu pour devenir de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'un train arrive sur nous. On s'est dépêché de se décaler pour le laisser passer. Un souffle violent, le bruit des roues en métal, le peu des wagons que nos téléphones peinaient à éclairer. C'était un train de marchandises qui n'en finissait pas. J'ai arrêté de compter au 23e wagon. Tous à moitié assourdis par le boucan ferroviaire, j'ai entendu derrière moi un son que je ne m'attendais vraiment pas à entendre dans un tunnel. Surpris, je me suis retourné vers le drink continu que tout le monde connaît. Celui d'un passage à niveau. Des lumières rouges clignotantes et des barrières qui s'abaissent autour d'un petit groupe de touristes qui s'étaient réfugiés du train de marchandises. Tout le monde figé par la surprise. Les barrières ont à peine fermé le passage qu'un klaxon de train et une violente bourrasque surgit de nulle part. 2 secondes. 2 secondes ont suffi pour ce train pour disparaître, aussi vite qu'il est apparu. 2 secondes où les 6 personnes qui étaient là se sont faites pulvériser par ce bolide de métal. Le réflexe d'un des touristes qui s'est révélé être un pompier a été d'aller sur la voie pour vérifier si au moins une des personnes a réussi à éviter la collision. Mais son téléphone n'a éclairé que les restes éparpillés des douces chevilles et chaussures ensanglantées. Choqués et en deuil, nous continuons d'avancer dans cet endroit mystérieux qui n'avait plus rien d'un tunnel. Nous avons traversé des dizaines de voies ferrées. Certaines disparaissaient comme par magie et d'autres apparaissaient. Les passages à niveau semblaient eux aussi se déplacer. Nous avons esquivé 3 trains. Nous avons longé des voies sur plusieurs kilomètres. Impossible de trouver la moindre sortie. Un véritable cauchemar. Nous ne voyions pas où nous mettions nos pieds. Il fallait se baisser régulièrement et marcher lentement pour vérifier la présence de rails. Puis nous sommes arrivés dans cette zone. Cette zone où les voies sont côte à côte, sans espace sécurisé pour les piétons. Cette zone où on sent les vibrations constantes des passages de train, leur bruit, qui perturbe nos sens et rend donc impossible de prédire la voie et l'arrivée d'un ou des trains. Rajouter la panique et crise de nerfs de plusieurs d'entre nous, aggravée par l'épuisement des batteries et l'extinction de nos seules sources lumineuses que sont nos téléphones. Le noir est total,
encore plus étouffant malgré l'air frais et humide, nous forçant à marcher à tâtons avec nos mains et nos pieds. Comment faire si un train surgit de nulle part? Faut-il rester sur sa voie ou la changer? Combien de trains pouvaient passer? Pourquoi les secours n'arrivent pas? Les conducteurs nous ont forcément vus. Hiroki s'est mis à genoux en larmes en répétant sans cesse: c'est un endroit maudit, 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 c'est un endroit maudit. Lorsque soudain, un puissant bruit de craquement métallique a résonné. S'ensuit un silence absolu. Les bruits ferroviaires ambiants ont disparu. Était-ce bon ou mauvais signe? L'atmosphère s'est considérablement réchauffée et alourdie à un point où la transpiration s'est mise à perler sur nos fronts. Tous figés sur une voie parmi ce qui nous a semblé être une centaine de voies côte à côte, on a attendu, l'oreille aux aguets. Les paniqués aussi ont su garder le silence. Ce pressentiment que nous avions tous, plus profond de nous, nous chuchotait qu'il ne nous restait plus que peu de temps avant de se faire tuer. Plusieurs lueurs rouges ont soudainement fait leur apparition. Les sonneries de plusieurs passages à niveau ont retenti. Partout. Ils étaient partout. Sur toutes les voies et à plusieurs endroits. Panique générale. Tout le monde se met à courir dans tous les sens, se vautrant dans les rails, se levant, se cognant dans les autres. Plusieurs trains arrivent dans tous les sens, explosant plusieurs personnes au passage, éclaboussant d'autres touristes et autres trains. J'ai eu le malheur de voir Hiroki se faire étaler entre deux trains, écrasé entre les deux convois. Son enveloppe corporelle et son sang, étalés comme du beurre sur une tartine de métal. La lueur des wagons m'ayant éclairé ce spectacle atroce quelques instants avant d'esquiver la locomotive de justesse. Une femme qui a esquivé un des trains n'a pas eu la même chance que moi. Un train peut en cacher un autre. Le calme revient. J'ai crié savoir s'il y avait des survivants. 7. Nous étions désormais 7. Instinct de survie oblige. Nous étions calmes et sur le qui-vive. Les quelques pas effectués nous ont indiqué que la structure des voies a encore été modifiée. Fini les cailloux, fini les voies rectilignes et parallèles les unes aux autres. Par contre, on pouvait sentir un sol semblable à celui des passages à niveau. Les rails au niveau du sol, un risque de chute diminué de moitié. Sondant le sol de nos mains, sur plusieurs mètres après nous être séparés, on réalise que plusieurs voies se recoupent en plusieurs endroits, nous faisant réaliser que nous nous retrouvions désormais dans un immense quadrillage ferroviaire. Et sans prévenir, des trains sont sortis de nulle part apparaissant à toute vitesse, un peu partout, et aléatoirement, nous poussant à agir sans réfléchir. 3 touristes sont faits percuter. Un autre est hurlé de souffrance en criant « Aidez-moi !» avant que sa voix ne s'éteigne au loin. Un autre homme a percuté de plein fouet, nous faisant tomber tous les deux sur les voies. Il s'est redressé tout affolé, mais a reperdu l'équilibre pour rechuter. Au même moment, les feux de plusieurs trains en approche ont éclairé le corps étalé de l'homme qui n'a pas eu le temps de s'extirper de la voie. Un premier train lui passe dessus, tandis que plusieurs autres qui passaient au même moment sur différentes voies ont éclairé l'environnement, ce qui m'a permis de voir le pauvre homme, âgé d'une trentaine d'années seulement, coupé en deux, le buste restant devant moi encore à moitié vivant, me fixant avec une bouche grande ouverte, les yeux écarquillés, et ses bras qui s'agitent pour chercher à ramper encore et encore avant de s'écrouler lentement sur le sol, dans un bain de sang, quand tout à coup, une main m'a saisi l'épaule. Le dernier survivant. Une femme qui a eu une brillante idée. Son plan a été construit sur ses observations. Elle a remarqué qu'il y a 2 types de trains qui passent. Un de type TGV et un de type marchandises. Les trains de type marchandises ont une vitesse inférieure à celle du type TGV et les wagons de stockage en forme de V sont équipés d'échelles latérales, contrairement aux wagons de citerne. Le plan a été donc de sauter au bon moment pour s'accrocher à une des échelles des wagons V. Le moment arrive et on n'a pas le droit à l'erreur. On arrive à s'accrocher aux échelles rouillées. Je me hisse à l'intérieur de mon wagon rempli de ce qui m'a semblé être des pierres. J'ai regardé voir si la femme avait réussi, mais dans le noir total, loin des phares des autres trains tueurs. Il m'était impossible de distinguer quoi que ce soit. Je me suis retournée et au loin j'ai pu observer un point gris. Impossible de savoir ce que c'était. Le point gris s'agrandit au fur et à mesure que le train avance. Était-ce la sortie? J'ai senti quelque chose bouger derrière moi, puis j'entends une cri étouffée disant un mot genre « sortie ». La femme avait réussi à monter à bord et à venir à tâtons jusqu'à moi.
On est restés tous les deux côte à côte à regarder cette immense tache grise de plus en plus lumineuse, s'agrandir jusqu'à devenir aveuglante. D'ailleurs, on est sur le point de la traverser. Ça y est! Un cri aigu et strident me déchire les tympans. Des rires diaboliques, une forte odeur métallique, des chants d'oiseaux, des couleurs vertes, une brise fraîche. Ma vue revient enfin quand je vois la tête décapitée de la femme qui était à côté de moi gisant dans une énorme mare de sang, le débit encore important, sortant de son cou tranché. Je suis couvert de sang de la tête aux pieds. De retour dans cette forêt, mais de l'autre côté du tunnel. Un couteau de chasse en main, couvert de sang. Je vérifie mon téléphone. 45% de batterie restante. J'allume le flash pour jeter un œil dans ce tunnel. Des traces de sang partout. Des empreintes ensanglantées. J'entre à l'intérieur et marche plusieurs minutes avant de tomber sur des morceaux humains grossièrement découpés. Un véritable carnage. On peut dire que j'ai fait très fort cette fois. Beau travail, mon vieux. Tu as été au-delà de mes espérances, me dit la petite voix dans ma tête. La prochaine fois, tu verras. Ce sera encore mieux. Oh non. Ma schizophrénie paranoïde a encore frappé.